Bonsoir Béatrice Bellé, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes députée de la Martinique, élue à Fort-de-France en juillet dernier. Merci encore. Alors ma première question c'est, que pensez-vous de ce parcours qu'on a vu à l'instant effectué par Madeleine de Grandmaison, femme politique martiniquaise? Un parcours extraordinaire et inspirant. Je crois que je peux dire moi-même que je suis sur les traces de Madeleine de Grandmaison, dans le toupet qu'elle a mis dans la politique, la conviction, la force, la droiture également, et que c'est un bel héritage qu'elle laisse. Mais enfin, elle est toujours là, et elle est aussi toujours là pour porter cette parole de conviction féministe et combative pour les égalités sociales, environnementales. Voilà, une très belle personne et un très beau portrait de votre part. Alors, l'une des principales difficultés pour les femmes politiques est bien de jongler entre leurs fonctions politiques, mais aussi leur mission de mère, notamment. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Madeleine de Grandmaison en a parlé pendant le film. Est-ce que ça a été, ou est-ce que c'est encore quelque chose de compliqué, parce qu'il faut doser? J'ai toujours réussi à concilier, même si votre vie change de la posture et de la position de militante à la position d'élu. Évidemment, j'échappe malheureusement et à beaucoup de choses là-bas quand je suis ici, et lorsque je suis en Martinique, bien il y a malgré tout aussi des moments que je rate parce que j'ai l'obligation et que je me fais de passer du temps en famille, avec mes parents, avec mes neveux, nièces, enfin bref, en famille. Et c'est vrai que trouver l'équilibre n'est pas toujours facile, surtout dans les débuts, mais de plus en plus également notre fonction, mais également l'environnement nous emmène à le faire et à se dire qu'il faut que l'on trouve du temps pour nous, il faut que l'on trouve du temps pour les nôtres, et que d'ailleurs on construit probablement une meilleure pensée, de meilleures politiques publiques. On les imagine différemment lorsque l'on reste près des siens et près finalement de la population. Très important de ne pas se déconnecter finalement. Il faut vivre le quotidien pour se rappeler de ce pour quoi on lutte, et le quotidien on le vit aussi avec les siens qui nous parlent de leurs difficultés. Moi j'ai ce réflexe-là maintenant, dès qu'il y a une difficulté, je dis on va pouvoir faire une loi là-dessus peut-être. Bon, voilà. Donc rester en prise avec sa famille qui avec représente, oui c'est le réel, rester comme on dit griffantais. Griffantais c'est aussi le quotidien familial, et il est important de le préserver, de prendre le temps de l'entretenir, de le grandir et de lui donner la place qu'il faut dans la vie politique malgré tout. Alors Madeleine de Grandmaison, elle a eu 2 enfants, un garçon, une fille. Son garçon, qu'on connaît bien, donc Luc, s'est lancé lui aussi en politique, comme son père aussi d'ailleurs. Qu'est-ce que vous penseriez aujourd'hui? Vous avez des enfants, un garçon, je crois. Non, en fait, c'est un filleul, mais qui vit avec moi. Qu'est-ce que vous... Bien, écoutez, en fait, quand on fait de la politique, en fait, que vous le vouliez ou non, lorsque les gens vous sont proches, ils font de la politique aussi. Ils sont exposés, on leur demande leur avis sur des choses comme s'ils étaient quelque part des porte-parole de votre action. Et c'est vrai que mon filleul, depuis 2021 quasiment, participe aux campagnes électorales, et la dernière de juin et juillet, il a été très actif. Il l'a été avec des jeunes que j'ai côtoyés depuis 3-4 ans et qui avaient envie de participer, de comprendre, de voir comment ça fonctionnait. Ils ont été extraordinaires, je les remercie d'ailleurs. Est-ce que d'ailleurs faire campagne pour une femme, c'est plus difficile que pour un homme? Est-ce qu'on est traité différemment? Alors j'ai en tête une réflexion d'Aurélie Nella, qui disait à quel point la campagne qu'elle avait vécue avant d'être élue avait été vraiment difficile, et elle mettait ça en partie sur le fait qu'elle était à la fois femme mais aussi jeune. Je crois que les choses ont eu tendance à évoluer. Moi, à la différence peut-être de beaucoup, voilà 30 ans que je fais des campagnes politiques sur le terrain hexagonal et sur le terrain martiniquais. Ce qui est certain, c'est que le traitement fait à la femme, en général, que ça soit dans l'Hexagone ou en Martinique, mais nous sommes en Martinique et nous allons parler de notre petit pays, est différent de celui que l'on fait d'un homme. Il y a des exigences supérieures à l'endroit des femmes. Il y a aussi un traitement sur son aspect physique.
qui d'ailleurs est souvent remarquée. Enfin, moi, on a eu à me dire ah, mais elle n'a pas changé de coupe, ah, mais pourquoi elle ne fait pas de locks dans sa tête, ah, mais pourquoi elle a toujours les mêmes chaussures, enfin, des choses que l'on n'aurait jamais dites à un homme. Bon. Alors, ça paraît ridicule lorsque les gens prononcent ces mots, mais enfin, on les enregistre, on se dit, mais enfin, j'ai quand même tenu des propos qui étaient intéressants, et c'est sur ça qu'on vient à faire des réflexions. Donc oui, la vie politique d'une femme n'est pas la vie politique d'un homme, c'est une certitude. Et notre façon de vivre la politique et probablement la façon de recevoir la vie politique n'est pas le même. 6 femmes maires en Martinique sur 34 communes, ça fait assez peu. Est-ce que, je sais pas, vous avez une idée là-dessus? Est-ce que peut-être les difficultés que vous venez de décrire peuvent décourager celles qui auraient envie d'y aller, parce qu'elles sont en revanche nombreuses en politique, mais pas forcément à des postes clés? Bien, je crois qu'on doit inlassablement se positionner comme étant, au même titre que n'importe qui, et singulièrement des hommes, des éléments clés de la construction des politiques publiques. Je me suis présentée en précisant et en assumant, en revendiquant le fait d'être une féministe. Une féministe, ce n'est pas une femme qui lutte contre les hommes, c'est une femme qui lutte pour les femmes. Et ce qui ne vous a pas échappé, c'est que je me suis d'ailleurs présentée dans un binôme de femmes. Oui. Et pourquoi? Parce que demain, si d'aventure quelque chose devait m'arriver, je souhaitais, et nous souhaitions, Nadia Chonville et moi, avoir la certitude qu'à l'Assemblée nationale, ce serait toujours une femme qui siégerait. Donc, il faut se battre. Et je suis persuadée que ce que j'ai vécu, et eu égard au reportage que l'on a vu de Madeleine de Grandmaison, est de loin plus facile. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, nous sommes en train de, avec franchir des coups de là, parfois, oui. Hein, mais nous la cataille en chemin, et nous n'attendons plus que ces femmes motivées, parce qu'il y en a qui ont des choses à dire, pour venir nous emboîter le pas. Je le dis souvent, il me reste moins à vivre que ce que j'ai déjà vécu, et donc le temps de la construction de la pensée, de la passation est largement venu, et toutes les femmes en tout cas qui nous entendent, je leur dis que je suis prête à les accueillir, à former celles qui ont besoin d'être formées, à rassurer aussi celles qui ont besoin d'être rassurées, mais en tout cas à faire ce travail de passation et de sororité avec mes sœurs, avec les femmes martiniquaises en général, mais bien plus loin également avec celles qui, en France hexagonale, ont aussi envie de faire de la politique et sont originaires de chez nous. Alors, il y a la situation aussi du gouvernement. Donc, quand on regarde la photographie du nouveau gouvernement, on voit que là aussi, la place des femmes, elle est difficile, en tout cas, à trouver. Et notamment dans tout ce qui est ministère régalien, aucune femme, tout simplement. Est-ce que, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la femme ne fait toujours pas confiance? Parce que si effectivement, au gouvernement, on ne retrouve pas de femmes, c'est aussi parce que les partis politiques eux-mêmes, déjà au départ, ne valorisent pas les femmes à des postes clés au sein des partis. Comment ça se passe pour vous, chez les socialistes? Chez les socialistes, c'est nous qui avons mis en place la parité, l'obligation de parité. Donc on a, il faut le répéter, le combat féministe est un combat permanent. Toutes les fois où, quelque part, une idée du patriarcat, c'est-à-dire que la femme, la place de la femme est à la cuisine, ressurgit. En fait, toutes les fois où on laisse la place, cette idée finalement ressurgit. Et on le voit d'ailleurs, on arrive à des pensées à nouveau, et on voit un recul dans la pensée conservatrice. Ce que l'on dit, c'est que l'harmonie veut qu'on puisse donner cette place aujourd'hui à des femmes. L'harmonie aussi dans la création d'idées voudrait qu'il y ait des femmes qui puissent avoir un certain nombre de postes régaliens, mais on le voit, encore une fois, ce qui se passe dans le monde aujourd'hui a quelque chose de régressif, et ce qui se passe aujourd'hui dans les gouvernements, on voit un recul de la place des femmes à des postes clés, notamment des postes régaliens. Catherine Conconne, justement, dit on aime bien les femmes en politique, mais il ne faut pas qu'elles soient trop visibles.
On aime bien quand elles font les sandwichs et tout ça, quand elles sont là pour la supporter les hommes. logistique et tout ça. Mais quand vous prenez un peu de place, enfin, il faut le dire, hein, pour ceux qui me concernent, je suis la seule femme députée de toute la côte atlantique. Donc de la Guyane à Saint-Pierre-Miquelon, je suis la seule. Donc évidemment, lorsque l'on fait des réunions de groupe, c'est pas la même chose sur l'océan Indien, mais quand on fait des réunions de groupe, notamment de cette côte atlantique ou même des Antilles, bon... faut que moi parler petit moins pifo parfois, parce que je suis obligée de dire, mais messieurs, lorsque telle politique publique ne fonctionne pas, ce sont les femmes qui sont touchées, parce que mon regard aussi sur la réalité n'est pas le même. Même si il y a des hommes qui de plus en plus, d'ailleurs, ont une vision féministe, et je crois qu'il faut continuer vers ça. Alors, vous venez de dire quelque chose qui me fait penser à Jenny Dulis-Petit, maire du Morne-Rouge, et qui dit « Moi, je dirige ma commune comme une maman. Un homme et une femme ne font pas de la politique de la même manière. » Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est vrai, mais je pense que, vous voyez, moi, je vais mettre quelque chose là dans le débat. La mairesse. Voilà. Requalifier aussi la place des femmes, c'est leur donner le bon nom. Finalement, il y a des postes, et notamment ce poste de maire, où on veut absolument dire Madame le maire. Ben non, c'est Madame la mairesse. Parce que du coup, on sait, on qualifie correctement les choses et il y a une identification qui peut être plus forte. Ce n'est pas une femme dans un poste d'homme, c'est bien une femme qui doit être là où elle est, à un poste d'édilité, à sa place. Donc déjà, je m'affaire, moi, à ne plus dire Madame le maire ou Madame la maire. Madame la mairesse, et contrairement à ce que l'on dit, c'est passé à la postérité, notamment au Canada. Voilà, c'est un fait établi, on peut dire Madame la mairesse. Deuxièmement, oui, alors c'est un style, chaque mairesse et en l'occurrence également chaque maire, homme, ont vocation à gérer peut-être parfois un peu en papa ou en maman. Jenny Dulis a cette réputation et c'est peut-être aussi la taille de la commune qui le permet et qui fait qu'elle connaît beaucoup de monde, elle est installée depuis longtemps dans cette ville. Pour autant, je pense que oui, nous avons peut-être une façon différente, pas toujours meilleure, ça ne veut pas toujours dire ça, mais une façon différente d'envisager le management public et d'envisager les politiques publiques pour les raisons que je vous ai données. Nous avons une capacité à envisager les effets qu'une politique publique pourrait avoir sur des femmes, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes, et nous avons un regard différent qui est un regard de femme finalement. Est-ce qu'aujourd'hui une femme politique doit obligatoirement être féministe ? Je crois qu'on l'est, quand on se présente, on l'est un peu. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on a le droit d'être là où on est. C'est finalement ça qui est naturel. Alors, certaines personnes ne le qualifient pas comme ça, mais finalement travaillent comme ça. Travaillent en valorisant une femme ingénieure qui va devenir directrice des services techniques dans une ville ou qui va devenir directrice de cabinet, ce qu'il y a à peine 20 ans ne se voyait absolument pas. C'est le cas aujourd'hui. On voit la présidente, par exemple, de l'aéroport, c'est une femme aujourd'hui. C'était des postes et des situations professionnelles dont on ne pouvait imaginer il y a 20 ans qu'elles seraient tenues par des femmes. Et c'est le cas. Donc je crois qu'il faut se rassurer. On a alors à l'Assemblée nationale une femme présidente de l'Assemblée nationale et ça aussi c'est nouveau et on voit aussi dans la façon de manager les débats une attitude qui peut parfois être différente, moins autoritaire, plus douce, plus ronde, peut-être parfois plus patiente. Du coup, est-ce que pour vous, finalement, la loi sur la parité a vraiment changé les choses ou est-ce qu'elle n'était pas nécessaire et qu'on pouvait simplement s'imposer par nous-mêmes ? Non, elle était nécessaire parce qu'on voit le recul. Et d'ailleurs, bon, moi, on faisait à chaque fois, et notamment entre féministes, on regarde un peu. Mais enfin, vous avez dans les listes, dans les scrutins de liste, notamment les scrutins municipaux, donc obligatoirement la parité. Naturellement, souvent, c'est évidemment, même chez nous, c'est un homme en premier, une femme en deuxième. Et lorsque vous regardez, en revanche, qui est premier adjoint, ben là, bizarrement, ça saute.
Et vous voyez cette femme disparaître du poste de première adjointe pour occuper le deuxième ou le troisième poste d'adjointe. Bon, ça, je crois qu'il va falloir être vigilant. Et oui, si un homme est maire, je pense qu'une femme, naturellement, si elle se trouve sur la liste en deuxième position, a vocation à être la première adjointe. Maintenant que vous êtes député, est-ce que vous avez l'intention, en tout cas, de marquer l'histoire politique de la Martinique d'une façon particulière en tant que femme? Est-ce qu'il y a des messages en particulier que vous aurez envie vraiment de porter haut et fort? Il y a déjà, c'est que nous devons toujours partir à la bataille des idées, des convictions, de la place des femmes, du regard toujours. Encore une fois, notre métier, c'est d'envisager stratégiquement, législativement, les politiques publiques de sorte à ce qu'elles puissent servir le quotidien et permettre aux unes et aux autres de mieux vivre. Bon, donc marquer, je ne sais pas. Peut-être que je vais marquer par un rythme de travail qui est intense et que j'ai envie de densifier encore. Donc je mets beaucoup d'énergie dans ce que je fais, je mets beaucoup de droiture, beaucoup de sincérité. Je fais tout ce que je fais marqué par une vraie sincérité et des vraies convictions. Et je crois que peut-être rétablir la pensée politique, la doctrine intégrée finalement à ma doctrine politique, mais que je construis avec les autres, et ce que je pourrais amener. Est-ce que vous avez envie justement de rétablir la confiance, là où elle s'est un petit peu perdue, entre le citoyen et l'homme et la femme politique, la chose politique tout simplement? Oui, il faut rétablir la confiance, mais il faut que ce soit un travail qui ne soit pas non plus à sens unique. Bon, lorsque les actes sont posés, il faut pouvoir les remarquer, les saluer, les féliciter, parce qu'on ne gagne pas toujours. Je dis souvent, on mène peut-être une guerre parfois contre un système, et il y a des batailles que nous allons perdre, mais il y a aussi des batailles que nous allons gagner. Je crois que chacun d'entre nous, les Martiniquaises et les Martiniquais, doivent pouvoir se rendre compte et doivent donc comprendre comment ça fonctionne. Et je pense que c'est aussi là le travail pédagogique, la communication, la bonne communication, la vérité, la transparence nous permettent de redonner confiance et de montrer que nous travaillons bien à ce que les choses avancent. Parfois nous y réussissons, parfois nous échouons, mais toujours nous avançons. Et puisque vous parlez d'avancer, ce sera probablement ma dernière question. C'était un sujet brûlant jusqu'à la fin de cette année 2024, la vie chère, avec des remaniements ministériels qui finalement ont fait tomber un peu aux oubliettes certaines mesures qui avaient été décidées en partenariat avec la CTM et le gouvernement pour réduire les prix dans les grandes surfaces sur un certain nombre de produits alimentaires. Aujourd'hui, comment relancer la machine et comment finalement aboutir à cette baisse des prix de manière durable et peut-être même plus large, puisque c'est ce qui est souhaité par la population? Bien, vous le savez, j'ai embrassé ce combat à bras-le-corps parce qu'il me semblait nécessaire de traduire le besoin populaire, la mobilisation sociale dans la sphère qui est la mienne et donc notamment dans la sphère législative. Donc en l'occurrence, je suis rapporteur d'une loi d'urgence de lutte contre la vie chère où nous portons un certain nombre de principes. Déjà l'élargissement de ce que l'on appelle le BQP, avec aussi l'envie de dire aux personnes, et aux Martiniquaises et aux Martiniquais, de quoi il en retourne. C'est le BQP, c'est cette qui avait été créée par cette loi Lurel, à l'époque le ministre Lurel, socialiste, qui avait fait ce BQP. Et ce BQP permet à un moment une négociation et l'arrêt, le blocage des prix sur un certain nombre de produits. Donc ce qui est prévu dans cette proposition de loi, c'est déjà d'élargir ce BQP à plusieurs types de produits alimentaires, de l'automobile, de la parapharmacie, et je pense que nous pourrons aller plus loin. Et puis favoriser la transparence économique, donc rendre plus compliqué le non-dépôt et plus cher surtout, le non-dépôt des comptes par toutes les entreprises, faire en sorte aussi que les phénomènes de
concentration dont on a vu que lorsque des personnes détenaient trop d'intérêts dans un même domaine, eh ben, on n'arrivait pas à une baisse de prix. Donc ça aussi, dans ces projets de loi, dans cette proposition de loi, c'est des mesures sur lesquelles nous allons appuyer. Et puis, des amendements sont venus sur la possession d'un certain nombre, d'un pourcentage de surface. Ça va évoluer, mais en tout cas, nous y travaillons. Et pour ce qui est du protocole, et très très rapidement, il y a quand même un welto dans la partie TVA. On a laissé passer la première fois, et ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que je ne laisserai pas passer une deuxième fois. Si l'État s'engage réellement, eh bien, il va falloir, comme nous étions parvenus à le faire en Assemblée grâce à un amendement de Giovanni Williams, nous avions fait disparaître la TVA sur les biens et services aux Antilles, eh bien, il va falloir que l'État s'engage sur justement la mise à zéro de la TVA sur nos territoires. En tout cas, je voterai favorablement pour une mesure comme celle-ci. Merci beaucoup, Béatrice Bellé, d'avoir accepté notre invitation. De belles luttes encore pour cette année. En conclusion, 36% des députés et des sénateurs sont des femmes. 45% sont des conseillères municipales. Le bilan de la parité en politique est de moins en moins défavorable aux femmes. Mais, vous l'avez compris, le travail est encore à faire pour améliorer les choses. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Tout en Doc.